Bonjour à tous les Talkers et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode des épopées légendaires. Le premier vous avez plutôt plu, il avait plutôt pas mal marché sur l'épopée australienne de Joe Wilfried Tsonga en 2008. Aujourd'hui on va revenir sur l'épopée d'un membre du Big Four mais pas du Big Three. Vous aurez donc deviné qu'on va parler d'Andy Murray. Andy Murray qui évidemment en 2016 a réalisé un fantastique run sur les 6 derniers mois de l'année pour s'octroyer la place de numéro 1 mondial. On en parle tout de suite après le jingle. N'hésitez pas avant tout à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça nous aide beaucoup dans le référencement de la chaîne et ça nous aide à progresser de manière qualitative. Ceci étant dit, on passe directement au sujet qui nous intéresse, à savoir cette épopée d'Andy Murray. Alors effectivement, contrairement à Joe Wilfried Tsonga, on va pas se concentrer sur un tournoi spécifiquement, mais on va se concentrer sur la globalité d'une saison, on va presque dire d'une demi-saison, parce que on va dire que sa conquête au trône commence après sa défaite en finale à Roland-Garros contre Novak Djokovic. Voilà, donc Andy Murray, pour faire rapidement sa fiche, je pense que vous le connaissez tous, l'Écossais qui n'a jamais été numéro 1 mondial avant cette fin de saison 2016, qui reste sur une année 2015 très très bonne, puisqu'il a atteint les demi de tous les Masters 1000 qu'il a disputés. Il a été forfait à Rome, mais globalement, il sort d'une super saison. Il a déjà 11 titres en Masters 1000, 2 titres du Grand Chelem, évidemment, à l'US Open et à Wimbledon. Il est champion olympique à Londres devant son public. Donc voilà, on a quand même un Andy Murray qui est un joueur au-dessus du lot, même s'il reste évidemment en dessous de ses 3 autres compères, mais qui est, j'ai envie de dire, candidat à la victoire dans presque chacune de ses apparitions en Grand Chelem. Et donc il va y avoir, comme je vous en ai parlé il y a quelques minutes, ce point de bascule en finale de Roland-Garros où il affronte donc Novak Djokovic qui sera son principal concurrent pour cette place. Novak Djokovic qui perd la première manche ce jour-là face à Andy Murray qui entrevoit la victoire, entre gros guillemets, parce que les 26 dernières fois où il avait gagné le premier set à Roland-Garros, il avait systématiquement gagné. Mais après, Novak Djokovic, qui va bien mieux servir, mettre beaucoup plus d'intensité, bien plus monter à la volée, va complètement dérouiller, j'ai envie de dire, Andy Murray. Il va s'imposer en 4-7 assez sec, mine de rien, et c'est une défaite qui va véritablement marquer l'Écossais. Et donc, à la suite de cette défaite en finale de Roland-Garros, Andy Murray va tout simplement disputer 53 matchs pour 50 victoires, soit 94% de réussite. Ces 3 seules défaites vont intervenir contre Del Potro en Coupe Davis, Marin Cilic en finale de Cincinnati et Kei Nishikori en quart de l'US Open. Voilà, donc semaine après semaine, Andy Murray va réussir à élever son niveau de jeu. Ses armes, on les connaît, effectivement, sa capacité à varier, ses qualités de défense, de retour aussi, qui lui permettent notamment côté revers d'attaquer très très vite dans l'échange son vis-à-vis. Et donc il va y avoir des titres consécutifs à Vienne, à Shanghai, à Bercy, et donc évidemment au Masters, où il va finir par vaincre Novak Djokovic en finale pour s'octroyer cette place de numéro 1 mondial. Entre-temps, on n'oublie pas qu'il a gagné la médaille d'or à Rio, en finale aussi contre Juan Martín del Potro. Ça devient le premier joueur de l'histoire à ce moment-là à conserver son titre au JO. Andy Murray qui va finir la saison sur une hallucinante série de 24 victoires consécutives. C'est des séries qu'on voit souvent en début de saison par exemple, ou à cheval sur 2 saisons, mais le faire juste sur une fin de saison où généralement les organismes commencent à être un peu fatigués, c'est très très fort. Alors est-ce que ça lui a coûté sa hanche à Andy Murray? Ça on ne saura jamais si c'est uniquement de ce fait-là, mais en tout cas il réalise une fin de saison qui est absolument monstrueuse sous l'impulsion d'Ivan Lendl, qui redevient son coach en 2016 après l'avoir déjà été entre 2012 et 2014. Évidemment, il n'est pas anodin au succès de l'Écossais. On sait qu'il l'avait pris pour vaincre un peu ses démons, notamment en finale de Grand Chelem, et pour remporter Wimbledon. Et Lendl dira d'ailleurs après la finale du Masters qui a été gagnée contre Djokovic, il n'y avait pas du tout de nervosité. J'étais très confiant quant aux chances d'Andy contre Novak. Il jouait très bien. Il n'avait perdu qu'un match depuis Roland-Garros à l'US Open. Enfin ça, et voilà, il a oublié encore une fois, c'est la Cincinnati visiblement. Il n'y avait pas de raison d'être nerveux. C'est quand même assez exceptionnel parce qu'on a un Andy Murray qui finalement dans la tête est condamné à gagner tous ses matchs pour être numéro 1 mondial. Tu arrives sur la marche finale face à quand même celui qui est ton adversaire et là où tu joues absolument tout. Et dans cette rencontre, Andy Murray ne va effectivement pas flancher. Je me souviens, moi, à cette époque-là, qu'on a un Andy Murray qui tire la langue, etc. à presque chacun de ses matchs, bon, même si on a l'habitude de voir ça de la part de l'Écossais, Djokovic qui est relativement serein, et tout le monde ou presque se dit à ce moment-là que Novak Djokovic va le faire, et avec toute son expérience, va terminer l'année numéro 1 mondial, sauf que non, Andy Murray va aller au bout de son rêve, devant son public en plus. Enfin voilà, il y a vraiment une sacralisation qui est très très forte, et un moment pour Andy Murray où les planètes se sont alignées tout simplement. Moi il y a plein de moments qui me restent en tête de cette année pour
Pour Andy Murray, en tout cas, c'était vraiment très mérité qu'il termine cette année à la place de numéro 1 mondial. Il faut savoir que, bon, comme Djokovic, il y a eu d'autres adversaires qui ont rythmé l'année de l'Écossais. Je pense notamment à Milos Raonic, puisqu'il a été son adversaire en finale de Wimbledon, celui contre qui il devait jouer en demi-finale à Bercy. Et du coup, Andy Murray a confié au Guardian quelques mois plus tard que c'était forcément particulier d'obtenir la place de numéro 1 mondial sur un forfait. Quand il l'a appris dans les vestiaires, forcément, c'était très particulier pour le Britannique, qui ensuite, au-delà de ce match à Bercy, enfin de ce rendez-vous manqué à Bercy plutôt, et de cette finale à Wimbledon, a rejoué le Canadien en demi-finale du Masters quelques semaines plus tard, et au final il a gagné 11-9 au tie-break du troisième, en sauvant notamment une balle de match en venant conclure à la volée. Donc comme quoi, Milos Raonic a été vraiment un des adversaires marquants de l'année et du parcours de l'Écossais jusqu'à cette place de numéro 1 mondial en fin de saison. Après, il y a aussi eu des matchs très accrochés où Andy Murray est parvenu à s'imposer. Et c'est un peu la marque, j'ai envie de dire, aussi de sa saison. Il y a ce match contre Nishikori en poule au Masters avant de jouer justement Milos Raonic. Il y a ces matchs à Roland-Garros où il menait 2-7-0 contre Stepanek, où il s'impose en 5-7. Ensuite, il s'impose également en 5-7 contre Matthias Burg. Il y a ce quart de finale à Wimbledon contre Tsonga où il gagne en 5-7 après avoir gagné 12-10 le tie-break du premier, avec notamment une course vers l'avant phénoménale à 10-10. Enfin voilà, ça s'inscrit plus largement dans une tendance à être extrêmement solide dans les moments importants de l'Écossais. Je pense qu'on peut prendre la mesure d'autant plus de ce titre de l'Écossais quand on voit son nombre de matchs gagnés et perdus en 2016. Il finit avec 78 victoires et 9 défaites. 9 titres pour seulement 4 finales perdues seulement, ça veut dire qu'il a quand même fait 13 finales sur le circuit, c'est monstrueux. Il finit l'année avec 12 685 points, soit 905 de plus que Djokovic, ce qui montre bien tout le chemin parcouru par l'Écossais depuis sa finale à Roland-Garros, puisque après la victoire de Novak Djokovic, il comptait jusqu'à 8000 points de retard. C'est considérable, on va dire, parce que bon, 8000 points, ça fait quand même 4 victoires en Grand Chelem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la marge, mais effectivement, il va y avoir donc ce titre à Wimbledon, puis au JO, même si bon ça compte pas, dans le décompte des points ATP, puis cette victoire au Masters, puis cette victoire dans les Masters 1000 notamment de Shanghai et de Paris-Bercy. Une fin de saison tout simplement monstrueuse et une consécration pour ce joueur qui effectivement, je pense qu'on a tous appris finalement à aimer avec le temps. C'est vrai qu'au début il était très ronchon, il y a peu de gens qui appréciaient Andy Murray, en tout cas pour son attitude sur le court, mais finalement avec sa science tactique, avec son sens du dévouement, à l'instar d'un Rafael Nadal, et puis tout simplement avec le fait que ce soit une légende du jeu, comme Novak Djokovic, comme Roger Federer, comme Rafael Nadal, forcément, ça attire une fanbase qui est largement supérieure à d'autres joueurs qui peuvent être aussi bien classés sans avoir pour autant cette reconnaissance dans l'histoire du jeu. Et donc voilà, en tout cas, Andy Murray qui termine cette année numéro 1 mondial, qui sera finalement presque l'aboutissement de sa carrière, parce qu'évidemment derrière il ne gagnera plus de grands tournois, il ne gagnera plus de grands chelems, et il ne sera plus numéro 1 mondial, puisqu'il perdra cette place au cours de l'année 2017. Mais en tout cas, je pense que tout le monde se souviendra de ce fabuleux destin de la part de l'Écossais qui est toujours sur les circuits et qui devrait disputer en tout cas Wimbledon. On verra ça, c'est pour ça qu'on vous la sort à ce moment-là aussi. Peut-être un de ces derniers, c'est pour ça qu'on avait choisi de rendre hommage à ce joueur assez fantastique. Personne ne doit oublier qu'Andy Murray est une légende de ce sport. En tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir à produire cet épisode. N'hésitez pas à nous donner vos retours ainsi que l'identité des épopées entre guillemets que vous aimeriez voir sur la chaîne, et nous on se retrouve très bientôt.